Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'entreprise à l'ère de la durabilité. Donc, ce séminaire se trouvera autour d'une introduction concernant le séminaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la gouvernance d'entreprise? Les évolutions récentes de la gouvernance d'entreprise, les enjeux contemporains de la gouvernance d'entreprise vers une gouvernance durable et responsable, et les défis et perspectives pour l'avenir. Et enfin, nous aurons une partie questions-réponses. Tout cela avec Dr. Asma Graja, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Asma. Dr. Asma, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Je vous remercie donc, Malak, pour cette présentation. Permettez-moi tout d'abord de, bien sûr, être euh, je suis heureuse aujourd'hui d'être parmi vous donc pour ce séminaire. J'espère que tous les participants vont avoir le minimum de connaissances concernant la thématique d'aujourd'hui, qui est la gouvernance entreprise et spécifiquement la gouvernance durable et responsable. J'ai essayé de choisir un thème qui incorpore à la fois la thématique, une thématique de finance, mais aussi une thématique d'actualité dont les sociétés aujourd'hui essaient d'intégrer au niveau de leur stratégie et au niveau de leur management. Alors, merci bien, Malak, pour avoir présenté les thématiques et les principaux axes que nous allons discuter ensemble aujourd'hui. Alors, pour ce séminaire, je vais essayer d'aboutir à trois objectifs aujourd'hui avec vous. Donc, je vais essayer de vous donner un aperçu sur le concept de la gouvernance d'entreprise dans sa conception classique. Par la suite, on va essayer aussi d'apprendre comment cette gouvernance d'entreprise a-t-elle évolué en intégrant le concept de la durabilité et le concept de la responsabilité sociale des entreprises. Et le troisième objectif pour ce séminaire, c'est de connaître les nouvelles pratiques et les nouvelles responsabilités des organes de contrôle et des organes de gouvernance des entreprises qui découlent de de ce nouvel objectif de la gouvernance d'entreprise. Donc, comme a présenté Malek, donc nous allons essayer aujourd'hui de commencer par comprendre c'est quoi la gouvernance d'entreprise, quelles sont les évolutions récentes de la gouvernance d'entreprise, quels sont les enjeux contemporains de cette notion aussi de gouvernance, comment parle-t-on ou bien qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui par une gouvernance durable et responsable. Donc, on va essayer de savoir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on doit ajouter pour nos organes de contrôle pour avoir une gouvernance durable et responsable, quels sont les défis et les perspectives que les entreprises aujourd'hui elles doivent affronter euh, face aux nouvelles, bien sûr, données pour notre environnement. Bien sûr, nous allons essayer de clôturer ce séminaire par un peu de questions et de réponses, bien sûr, pour avoir une interaction avec vous, chers publics. Pardon. Alors, bien sûr, on parle de la gouvernance d'entreprise. Donc, je dois tout d'abord définir c'est quoi la gouvernance d'entreprise et comment cette terminologie ou bien ce concept a évolué au fil des années. Quelle est l'importance de la responsabilité sociale des entreprises et aussi qu'est-ce qu'on veut dire par la pression des parties prenantes? Quelles sont ces parties prenantes? Et quels sont les enjeux mondiaux auxquels les entreprises doivent faire face aujourd'hui, tels que les changements climatiques, tels que les inégalités sociales, etc., etc. Donc,
étant donné ces deux points-là, on va essayer de définir c'est quoi la gouvernance durable et responsable, tout en analysant les enjeux contemporains et les défis associés à cette gouvernance durable et responsable. Commençons tout d'abord par définir le concept de la gouvernance d'entreprise, the governance. Donc, la gouvernance d'entreprise représente l'ensemble des mécanismes, des règles et des relations qui déterminent la manière dont une entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Donc, vous voyez bien que la gouvernance, c'est à la fois des mécanismes, c'est à la fois des règles et des réglementations, et aussi des relations d'affaires entre l'entreprise et ses parties prenantes. Tous ces éléments-là, tout cet ensemble-là va nous donner une idée sur la manière dont l'entreprise elle est dirigée. Qui la dirige, la société? Qui est le responsable de l'administration de l'entreprise et qui est le responsable du contrôle des tâches et des fonctions et des décisions prises au niveau de la société. Permettez-moi ici de vous annoncer la définition donnée par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Cette organisation définit la gouvernance comme étant le système par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées. Donc, vous voyez bien ici, on a deux fonctions majeures pour la gouvernance. C'est la définition de la direction qui dirige, qui est responsable de la prise de décision au niveau de l'entreprise. Donc, quels sont les organes qui prennent la décision au niveau de l'entreprise et quels sont les mécanismes ou bien les organes qui ont la responsabilité de contrôler ces décisions prises au niveau de la société. Pourquoi on insiste sur ces organes de contrôle? Pour ne pas avoir des décisions qui vont émaner vers des intérêts de l'un par rapport aux intérêts de l'autre. Et je vais m'expliquer tout de suite. Donc, la gouvernance de l'entreprise définit la répartition des droits et des responsabilités entre les différents acteurs. Exemple d'acteurs, on peut citer les actionnaires, le conseil d'administration, la direction générale et les autres parties prenantes. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas une connaissance assez large du domaine de la finance, donc les actionnaires représentent les propriétaires de l'entreprise. Et ici, entre parenthèses, donc la gouvernance d'entreprise, elle est plutôt appliquée pour les grandes sociétés, d'accord? Pour les petites et moyennes entreprises, on n'a pas vraiment des problèmes de conflits d'intérêts, par exemple, qui nécessitent la présentation et l'élaboration de ces mécanismes de contrôle. Mais le problème se pose pour les sociétés anonymes, les grandes sociétés, où on a la caractéristique d'avoir une distinction et une répartition entre les deux fonctions d'appropriation de la société et du capital et de la prise de décision. Donc, les actionnaires sont eux les propriétaires et sont eux les fondateurs de la société, mais ces actionnaires-là, les apporteurs de capitaux, n'ont pas la connaissance de gestion et de management nécessaire pour diriger et pour prendre la décision au niveau de la société. Donc, on va recourir à d'autres organes qui vont prendre la décision. Et là, on parle de la direction générale, des directeurs, des dirigeants, d'accord? Donc, le conseil d'administration, c'est un organe qui est présent, qui est nécessaire, la présence du conseil d'administration est nécessaire pour toutes les sociétés anonymes. Donc, il va incorporer les actionnaires majoritaires, des représentants des actionnaires minoritaires, la direction générale, le PDG, le directeur général, les responsables des services de la société de façon générale.
Pour les parties prenantes, ici, les parties prenantes, je m'explique. En anglais, on les appelle les stakeholders. Donc, les parties prenantes représentent tous les acteurs ayant des relations d'affaires avec la société. Là, on peut citer les clients, les fournisseurs, les salariés, le syndicat, l'environnement, la société, avec un grand S, d'accord? Donc, l'État, ce sont là les parties prenantes. Donc, la gouvernance d'entreprise, donc, c'est l'ensemble des mécanismes, l'ensemble de réglementations, de règles et de relations qui va faire en sorte que la direction générale ou bien les responsables de la prise de décision au niveau de la société vont essayer de prendre des décisions qui essayent d'aboutir aux intérêts de l'ensemble des parties prenantes de la société. Non pas uniquement les intérêts des actionnaires, non pas uniquement les intérêts de l'État, non pas uniquement les intérêts des créanciers ou bien des banquiers. Non, on va essayer de prendre des décisions qui aboutissent aux intérêts de toutes les parties prenantes. Et là, donc, ce n'est pas une tâche assez facile, mais on va essayer de faire converger tous les intérêts de toutes les parties prenantes afin qu'on puisse bien sûr conserver les intérêts de toutes les parties prenantes. Donc là, l'objectif de la gouvernance d'entreprise, c'est double. D'une part, assurer la performance et la transparence des entreprises. Bien sûr, on cherche toujours à aboutir à une certaine performance économique ou bien financière de la société. D'autre part, protéger les parties prenantes et garantir la redevabilité des dirigeants. Pourquoi on parle de cet objectif-là? Parce que on avait observé que parfois, les dirigeants prennent des décisions contre les intérêts des actionnaires, par exemple. Donc, il faut trouver des mécanismes, il faut trouver des réglementations qui font converger les décisions des dirigeants vers l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes. Donc, j'espère que le concept de la gouvernance d'entreprise et le rôle de cette théorie-là est clair maintenant. Autrement dit, donc, il s'agit d'un ensemble de mécanismes, de structures, de processus qui vont permettre à la fois de répartir les droits et les responsabilités entre les différents acteurs internes et externes. Donc, lorsque je dis internes, les directeurs sont des acteurs internes, les actionnaires sont des acteurs internes. Les salariés sont des acteurs internes. Les acteurs externes tels que les clients, les fournisseurs, les créanciers, l'État, la société en général avec un grand S. D'accord? Donc, comment moi, en tant que responsable de la prise de décision au niveau de la société, je vais prendre une décision qui aboutira et qui prend en considération les droits et les responsabilités de tous les acteurs internes et externes de la société. En plus, là, cet ensemble de mécanismes, la gouvernance, donc, va définir les règles de prise de décision, va essayer d'assurer la transparence, la performance et la responsabilité de la société. Donc, la transparence, donc, bien sûr, pour donner toute l'information nécessaire sur la réalité financière, sur la réalité économique de la société, donc pour, bien sûr, le public qui a besoin de cette information-là. Donc, la gouvernance, elle a une double finalité. Un, assurer le bon fonctionnement de l'entreprise en favorisant une gestion efficace, cohérente et conforme à l'éthique. En deuxième lieu, la deuxième finalité, la gouvernance essaie de protéger les parties prenantes en prévenant les abus de pouvoir, les conflits d'intérêts et les dérives managériales. Comme je l'ai déjà dit, parfois, l'abus de pouvoir, c'est de la part des managers, des preneurs de décision. Les conflits d'intérêts aussi parce que au niveau de la société, on va se trouver devant des parties prenantes
qui ont des intérêts qui sont conflictuels, qui sont divergents. Et malgré la présence de cette divergence-là, nous, en tant qu'organisme de contrôle, nous, en tant que gouverneurs au niveau de la société, on doit faire converger ces intérêts qui paraissent au début conflictuels ou bien divergents. La gouvernance d'entreprise donc repose sur une idée simple mais essentielle. Aucun pouvoir dans l'entreprise ne doit être exercé sans contrôle ni responsabilité. Donc, le preneur de décision doit être responsable des décisions qu'il prenne. Permettez-moi maintenant de vous annoncer ou bien de vous présenter les acteurs de la gouvernance d'entreprise. Donc, on a dit que la gouvernance d'entreprise, c'est un ensemble de mécanismes, de réglementation, donc, qui essaient de converger les intérêts des parties prenantes. Et pour comprendre la logique de la gouvernance, il faut identifier les principaux acteurs impliqués au niveau de ce système-là. Donc, là, le premier acteur, ce sont les actionnaires ou bien les propriétaires. Donc, comme je l'ai déjà dit, les actionnaires sont eux les fondateurs de la société, ce sont eux les propriétaires de la société. Donc, ils ont apporté leurs capitaux et ils ont délégué le pouvoir de gestion pour les dirigeants. Parce que moi, j'ai un capital, mais je n'ai pas la maîtrise managériale suffisante et nécessaire pour gérer mon capital. Donc, je vais déléguer la prise de décision pour les dirigeants. Donc, l'intérêt des actionnaires, c'est quoi? Le but des actionnaires, c'est quoi? C'est d'obtenir une rentabilité sur le long terme. L'intérêt des actionnaires, c'est d'avoir fructifié leurs capitaux. C'est de voir leur société maximiser sa valeur. C'est de voir leur société prospérer sur le marché. Le deuxième acteur de la gouvernance d'entreprise, c'est le conseil d'administration. Le conseil d'administration représente le cœur du dispositif de gouvernance. Parce que si on a un conseil d'administration qui est bien formé, qui est bien représentatif de toutes les parties prenantes de la société, on est sûr et certain que la prise de décision et que les négociations pour la prise de décision vont émaner vers les intérêts de toutes les parties prenantes. C'est pour cela qu'on dit que le conseil d'administration, c'est le cœur du dispositif de gouvernance. Son rôle, c'est de définir la stratégie de la société, c'est de nommer et superviser la direction générale. Son rôle aussi, c'est de protéger les intérêts des actionnaires et les intérêts des autres parties prenantes. Un conseil efficace doit être indépendant, diversifié et compétent. Et là, j'insiste trop sur ces trois adjectifs et ces trois qualificatifs pour un conseil d'administration efficace. Indépendant, c'est-à-dire il incorpore des membres qui sont indépendants de la direction, indépendants du système de gestion interne à la société. Diversifié, c'est-à-dire il incorpore des représentants des actionnaires majoritaires, des représentants des actionnaires minoritaires, des représentants du syndicat, donc des représentants du personnel, des représentants des clients, des représentants de nos banquiers, des représentants de l'État. Donc, chaque fois qu'on diversifie le conseil d'administration, on va se trouver avec des discussions fructueuses pour l'intérêt de l'ensemble de la société. Compétent, bien sûr, on doit intégrer des compétences pour savoir négocier, savoir proposer des solutions pour les problèmes et aussi savoir prendre des décisions et donner des propositions de décision pour la direction générale. Donc là, les acteurs de la gouvernance, en premier lieu, les actionnaires, en deuxième lieu, le conseil d'administration. Troisième acteur, c'est la direction générale.
Le rôle de la direction générale, c'est la mise en œuvre de la stratégie adoptée par le conseil d'administration. Aussi, le rôle de la direction générale, c'est la gestion des opérations quotidiennes. Donc, c'est elle qui va surveiller les responsables, les chefs services, les directeurs de l'ensemble des fonctions de la société. Quatrième acteur de la gouvernance d'entreprise, ce sont les parties prenantes externes. Et là, je cite les clients, les fournisseurs, les employés, les pouvoirs publics, les communautés locales, les organismes non gouvernementaux, etc., etc. Ici, donc, on peut trouver plusieurs parties prenantes. Et j'ai dit que, de façon générale, les parties prenantes sont chaque acteur avec qui l'entreprise développe des relations. À l'ère actuelle, ces acteurs exercent une influence croissante sur les décisions stratégiques, notamment via les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et les réseaux sociaux. Ici, je parle des derniers acteurs qui sont les parties prenantes externes. On arrive maintenant à la présentation des différents modes de gouvernance des entreprises. Donc, principalement, on peut trouver deux modes de gouvernance d'entreprise ayant des philosophies différentes. On a le modèle anglo-saxon et on a le modèle continental européen, ou bien on l'appelle théoriquement le modèle partenarial. D'accord? Donc, le modèle anglo-saxon, qui est plutôt qui domine dans les sociétés de l'Amérique et du Royaume-Uni, ce modèle-là repose sur la primauté de l'actionnaire, shareholder value. Donc, l'actionnaire, c'est l'acteur au cœur de la théorie de la gouvernance d'entreprise. C'est-à-dire que on doit privilégier toujours les intérêts des actionnaires. L'entreprise doit maximiser la valeur pour ses investisseurs ou bien pour ses propriétaires ou bien pour ses actionnaires. Donc, c'est ça le modèle anglo-saxon et qui représente un modèle classique de gouvernance classique. Donc, l'intérêt prioritaire, ce sont l'intérêt des actionnaires et l'entreprise doit prendre des décisions, doit faire de son mieux pour maximiser la valeur pour ses actionnaires. Le deuxième mode de gouvernance, le modèle continental européen, on l'appelle en théorie, c'est le modèle de gouvernance partenariale. Donc, il a une vision plus large. Donc, ce modèle-là reconnaît le rôle des parties prenantes. Et là, on parle des stakeholders. On ne parle plus de shareholders. Shareholders, c'est-à-dire les actionnaires. Là, on parle de stakeholders qui représentent les parties prenantes. Et là, on peut citer les employés, les clients, les collectivités, l'État et l'environnement, entre autres. De plus, ce système est soucieux de l'impact de l'entreprise sur son environnement. Donc, il s'agit du modèle aujourd'hui privilégié par les sociétés. Et c'est à travers ce mode de gouvernance moderne aujourd'hui qu'on a pu intégrer, bien sûr, le concept de gouvernance durable et responsable. Si on avait rester au niveau du modèle anglo-saxon. Donc, le seul souci pour la société, c'est de maximiser la valeur des actionnaires. Donc, peu importe les intérêts des clients, peu importe les intérêts de l'État, peu importe les intérêts de la société de façon générale. D'accord? Donc, on ne peut pas parler d'une gouvernance durable avec un modèle anglo-saxon. J'arrive maintenant au principe de la gouvernance d'entreprise. Il existe plusieurs principes de la gouvernance d'entreprise qui constituent le socle normatif qui guide les entreprises. Encore,
l'Organisation de coopération et de développement économique a défini dès 1999 et elle a révisé en 2023 6 grands principes universellement reconnus pour la gouvernance d'entreprise. Donc, on va commencer par le premier principe qui est la transparence, de transparency. La transparence représente la pierre angulaire de toute gouvernance efficace. La transparence signifie la divulgation de l'information pour tous ceux qui ont besoin de cette information-là. Les actionnaires doivent avoir une idée claire et réelle et fidèle de la réalité financière et économique de la société. Ils doivent avoir aussi une idée claire sur la rémunération réelle des dirigeants. Ils doivent avoir une idée claire sur la stratégie proposée et la stratégie suivie par la société. D'accord? Donc là, la transparence, elle est très importante. C'est un principe très important de mise en place d'une gouvernance d'entreprise efficace. Donc, la transparence implique la communication claire, régulière, vérifiable des informations financières, stratégiques et non financières de la société. Une entreprise transparente inspire la confiance de ses investisseurs, de ses employés et de la société civile de façon générale. Exemple d'action qui signifie ou bien qui veut dire que la société est transparente, la publication de rapports financiers et extra-financiers fiables, la communication sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance impliqués par la société, l'information des actionnaires lors des assemblées générales, donc donner toute la réalité pour les investisseurs, pour les actionnaires de la société. Le deuxième principe de la gouvernance d'entreprise, c'est la accountability, c'est la responsabilité et la redevabilité. On veut dire par ce principe-là que chaque acteur doit rendre compte de ses décisions et de ses actes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le conseil d'administration doit se sentir responsable devant les actionnaires. La direction aussi doit être responsable devant le conseil d'administration. Et l'entreprise doit être responsable devant la société de ses actions, de ses risques, si elle engendre des risques environnementaux ou bien sociaux. Donc, on doit parler de ces risques-là avec la société et aussi on doit essayer de savoir comment corriger ces risques-là. Donc, le principe de la responsabilité et de la redevabilité garantit que le pouvoir de décision ne soit pas absolu. Chaque membre, chaque acteur, que ce soit le conseil d'administration, que ce soit la direction, lorsque les membres du conseil d'administration sachent qu'ils sont responsables devant les actionnaires, par exemple, donc implicitement, ils vont prendre des décisions raisonnées, ils vont prendre des décisions efficaces. Mais s'ils sentent qu'ils ne sont pas contrôlés ou bien qu'ils ne sont pas responsables, ils vont prendre des décisions trop risquées, par exemple, ou bien des décisions qui ne sont pas responsables du tout. Ce principe-là, le principe de responsabilité et de redevabilité, repose sur des mécanismes de contrôle interne, tels que l'audit, la conformité, et encore sur des mécanismes de contrôle externes, tels que la présence ou bien faire appel à des commissaires aux comptes, aux autorités de régulation, etc., etc. Le principe suivant, c'est l'équité, the fairness. L'équité suppose un traitement juste et impartial de tous les actionnaires et des parties prenantes, sans favoritisme ni abus de position dominante. Elle s'applique notamment aux actionnaires minoritaires qui sont souvent vulnérables dans les sociétés familiales ou bien à capital concentré.
Là, les actionnaires minoritaires, je veux dire par actionnaires minoritaires, ce sont les actionnaires qui ont des parts très faibles dans le capital de la société. Et là, il y a des problèmes vraiment très important pour l'abus des droits de ces actionnaires minoritaires. C'est comme si on l'oublie, ou bien on oublie les intérêts des actionnaires minoritaires. Et s'il y a un risque, ce sont eux qui vont supporter les risques induits par les preneurs de décision. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on parle trop des actionnaires minoritaires et on parle trop au niveau de la gouvernance d'entreprise aussi des mécanismes de contrôle et de sécurisation des droits des actionnaires minoritaires. Ce principe, donc, s'étend aujourd'hui à la diversité et à l'égalité des chances au sein de l'entreprise, qui représente cette égalité, cette diversité représente une dimension clé de la durabilité sociale. Je passe au principe suivant, la responsabilité sociale et environnementale. Donc là, on commence à parler durable, on commence à parler responsable, parce que là, nous sommes en train d'appliquer le deuxième mode de gouvernance qui est le mode partenarial. Donc, ce principe de plus en plus central élargit la gouvernance au-delà des intérêts économiques pour inclure les enjeux éthiques, les enjeux sociaux et les enjeux écologiques. Donc, on commence à penser, on commence à voir la société comme étant un organe ou bien un élément de l'environnement. Elle doit interagir avec cet environnement-là. Donc, comme elle exploite les ressources naturelles, comme elle exploite et elle utilise l'infrastructure, par exemple, comme elle utilise les nouveaux débouchés donc, du marché du travail, donc elle doit aussi participer à l'amélioration des conditions de vie de la société. Elle doit aussi participer à l'amélioration des conditions de vie de la communauté où elle est installée. Elle doit aussi penser à utiliser de manière non excessive les ressources naturelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce principe-là traduit la montée en puissance de la responsabilité sociétale des entreprises et des objectifs de développement durable. Donc, une entreprise responsable ne cherche pas seulement à faire du profit, mais à faire le bien en faisant du profit. Donc, vous voyez bien, c'est là la conclusion de ce principe-là. Donc, le principe de la responsabilité sociale et environnementale de la société veut dire que l'entreprise ne doit pas chercher uniquement à faire du profit, mais avant tout, c'est faire le bien en faisant du profit. Principe suivant, l'indépendance et l'égalité. Independence and integrity. Une bonne gouvernance repose sur des organes indépendants, capables de prendre des décisions objectives, des décisions libres de toute influence politique, ou bien financière, ou bien personnelle. Et c'est ça la bonne gouvernance, c'est de savoir, c'est de pouvoir prendre une décision pour le bien de l'ensemble de la société sans être influencé par n'importe quel pouvoir externe. Cela se traduit par la nomination d'administrateurs indépendants qui doivent être présents dans le conseil d'administration. Aussi, par la séparation des fonctions du président et du directeur général. Généralement, le président-directeur général, c'est une fonction qui doit être divisée en deux. On ne doit pas avoir une seule personne qui englobe les deux fonctions de président de la société et du directeur général de la société. Donc non, on a une personne
qui a la fonction de président de la société et une autre personne qui a la fonction de directeur général, parce que chacun, il a ses propres tâches, ses propres responsabilités, ses propres droits et ses propres obligations. Aussi, le principe d'indépendance et d'intégrité se traduit par la mise en place de comités spécialisés, tels que le comité d'audit, le comité de nomination, le comité de rémunération, le comité de contrôle d'éthique et de contrôle de responsabilité éthique au niveau de la société. Donc, la présence de ces comités spécialisés qui doivent être indépendants et qui doivent être indépendants de la direction générale va faire en sorte la possibilité de mettre en place, bien sûr, une gouvernance d'entreprise solide et efficace. Principe suivant, l'efficacité du conseil d'administration, Board Effectiveness. Le conseil doit être un organe de réflexion stratégique et de contrôle, et non pas simplement un organe de validation. Le conseil, son rôle, ce n'est pas de signer les décisions, non. Donc, il doit avoir une tâche de réflexion stratégique et aussi de contrôle. L'efficacité du conseil d'administration dépend de la diversité des profils. On a dit que le conseil d'administration doit être diversifié. On a des administrateurs ayant des profils différents, ayant des compétences différentes. Le management, la communication, la négociation, ainsi de suite. Aussi, l'efficacité du conseil d'administration peut être améliorée par la formation continue des administrateurs. Si je n'ai pas des administrateurs qui sont bien formés, qui n'ont pas les compétences nécessaires, je dois les former. Et aussi l'évaluation régulière des performances du conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, il va contrôler la direction générale, mais aussi on doit avoir un autre organe qui est responsable du contrôle et responsable de l'évaluation régulière des performances du conseil d'administration lui-même. Donc, on a terminé avec les principes de la gouvernance d'entreprise. On passe maintenant, j'ai déjà parlé de mécanismes de contrôle interne et externe. Donc, je vais m'expliciter et je vais vous donner quels sont ces mécanismes de gouvernance et quelles sont ces procédures qui vont permettre de bien gouverner une société. Donc, les mécanismes de gouvernance se divisent en deux catégories. On a des mécanismes internes et on a des mécanismes de gouvernance externes. Commençons par les mécanismes internes. Les mécanismes internes représentent ou bien constituent des instruments intégrés à la structure même de l'entreprise. Donc, on les trouve dans l'entreprise, d'accord? Tels que le conseil d'administration et les comités relatifs au conseil d'administration, les systèmes d'audit et de contrôle interne. Et là, lorsque je dis audit, ce n'est pas uniquement l'audit comptable. On peut trouver l'audit qualité, l'audit comptable, l'audit salarial, l'audit informationnel, l'audit technologique, l'audit éthique. D'accord? Troisième instrument, ce sont les politiques de rémunération alignées sur les objectifs à long terme. Et là, je vous assure que ces politiques de rémunération représentent des mécanismes internes très efficaces pour faire aligner les intérêts des dirigeants avec les intérêts des actionnaires et avec les intérêts de la société de façon générale. Donc, je dois trouver une formule de rémunération pour les managers de manière à ce que je les incite à poursuivre et à aboutir à une performance stratégique sur le long terme. Encore, parmi les mécanismes internes, on peut citer les codes de conduite et les chartes éthiques
bien sûr, qui doivent être présentes et qui doivent être, bien sûr, appliquées par la direction générale, par les membres du conseil d'administration, par les employés de la société, par les différents directeurs de la société. Donc, ces mécanismes visent à prévenir les conflits d'intérêts, l'aléa moral et les comportements opportunistes de certains acteurs au niveau de la société contre les intérêts des autres. Passons maintenant à la deuxième catégorie des mécanismes de gouvernance qui représentent les mécanismes externes. Là, comme leur nom l'indique, ils proviennent de l'environnement institutionnel et réglementaire extérieur à la société. On cite par exemple les marchés financiers qui sanctionnent les comportements irresponsables. Et pas mal de fois, lorsque la société, surtout les sociétés cotées en bourse, lorsque une information sort que cette société-là, elle a des dirigeants qui ne sont pas responsables, ou bien la gestion et le management et la prise de décision au niveau de cette société ne sont pas assez professionnels, ou bien ne sont pas assez responsables, les cours de cette société-là vont baisser. Et là, c'est une manière de sanction qui est apportée ou bien apportée par les marchés financiers. Aussi, les autorités de régulation comme la bourse, la Banque centrale ou bien le Conseil du marché financier. Donc, toutes ces autorités-là, elles peuvent, bien sûr, exercer un contrôle institutionnel et réglementaire sur les sociétés. Bien sûr, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias, donc ils ont des pressions très importantes aussi sur les entreprises qui veulent se montrer efficaces, bien gouvernées, responsables, durables, ainsi de suite. Aussi, donc, les médias et les organisations non gouvernementales jouent un rôle de veille et d'alerte. Enfin, les investisseurs institutionnels qui sont de plus en plus exigeants sur les pratiques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, lorsque les investisseurs institutionnels sentent que la société n'est pas sensible à ces pratiques ESG, ils vont tout simplement la priver de financement. Ils ne vont pas investir leurs fonds dans de telles sociétés. Et là, c'est la sanction la plus simple, mais la plus efficace pour sanctionner une entreprise qui, par exemple, ne fait pas ses devoirs ou bien qui affiche des pratiques, mais elle ne les exerce pas, ainsi de suite. Donc, ces mécanismes externes assurent un contrôle supplémentaire relativement ou bien par rapport aux mécanismes internes et aussi renforcent la discipline du marché. J'ai essayé de vous donner par ce tableau-là un petit récapitulatif et un petit résumé sur les modes de gouvernance dans le monde. D'accord? Et j'ai donné quelques exemples. Alors, on a dit que on a un modèle anglo-saxon donc, qui se base sur les shareholders ou bien sur les actionnaires. On a le modèle européen donc, qui se base sur les stakeholders model. On a aussi un modèle islamique éthique et on a aussi un modèle de gouvernance asiatique qui se base sur la famille, l'État et les actionnaires. Donc, pour le premier modèle, il est plutôt appliqué aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les caractéristiques clés de ce modèle de gouvernance, c'est la primauté de l'actionnaire. Donc, en premier lieu, on va trouver l'actionnaire, la transparence des marchés et le contrôle par le marché financier. Donc, le marché financier exerce un contrôle très efficace sur les sociétés. Ce modèle présente les limites suivantes. Donc, c'est un modèle bien qui est court-termiste et il a de faibles considérations sociales.
Pour le deuxième modèle, qui est le modèle basé sur les stakeholders, donc il est appliqué en Allemagne, en France, en Scandinavie, il est caractérisé par une représentativité des salariés, la cogestion, et il est plutôt orienté long terme. Mais la limite, c'est qu'il y a une lourdeur décisionnelle. Vous voyez, donc chaque fois qu'on on intègre de nouveaux acteurs pour la prise de décision, bien sûr, on va tomber dans la lourdeur de la prise de décision. Pour le modèle islamique, donc, bien sûr, il est appliqué dans les pays musulmans. Les caractéristiques, donc, la responsabilité morale, le partage des risques, l'interdiction de l'usure, mais il a les inconvénients d'avoir un manque de standardisation et une faible diffusion globale. On a aussi un modèle de gouvernance qui est très spécifique, qui est appliqué plutôt dans les pays asiatiques et qui se base sur le principe de la famille. Parce que au Japon, bien en Corée du Sud, on accorde beaucoup d'importance pour la famille, d'accord? Donc, les caractéristiques de ce modèle de gouvernance, c'est la fidélité, c'est la stabilité, c'est le partenariat durable. Toutefois, il a la limite qu'il risque d'opacité et de favoritisme pour des partis contre d'autres. Voilà donc ce tableau, c'est un tableau récapitulatif sur les différents modèles de gouvernance dans le monde. J'arrive maintenant aux défis contemporains de la gouvernance. Donc, aujourd'hui, la gouvernance d'entreprise fait face à plusieurs défis majeurs, tels que la montée du capitalisme responsable, au niveau duquel les actionnaires exigent de la durabilité, non pas seulement des dividendes. Aujourd'hui, les actionnaires sont très touchés et sont très sensibles au problème de la durabilité des décisions prises par leur société. Donc, ils n'exigent pas uniquement une plus-value, ils n'exigent pas uniquement des dividendes importants, mais ils exigent que leur société soit durable. Deuxième défi, c'est la digitalisation qui modifie les circuits de décision et de transparence. Donc, et surtout la transparence. Donc, avec la digitalisation, la transparence, elle est vérifiée, mais on a peur donc, on doit avoir une sécurité pour nos réseaux et pour nos données. Troisième défi, la mondialisation qui complexifie les structures de contrôle et surtout la demande sociale pour plus d'éthique, de diversité et de responsabilité environnementale. Donc, ces défis annoncent la transition vers une nouvelle ère, celle de la gouvernance durable que nous allons aborder dans la deuxième partie. Donc, je vais citer ici quelques crises qu'a connues la gouvernance d'entreprise et quelles sont les leçons qu'on a tirées de ces crises-là. Les grandes crises économiques ont toujours été des révélateurs des failles de gouvernance. Par exemple, le cas Enron en 2001 aux États-Unis, donc dissimulation massive des pertes, manipulation comptable et collusion entre dirigeants et auditeurs. Vous voyez donc, malgré l'existence d'audits, malgré l'existence de régulation et d'organes de contrôle, ainsi de suite, mais il existe des manipulations comptables. Il existe une dissimulation massive des pertes. La conséquence, donc l'adoption du Sarbanes-Oxley Act en 2002, qui incite les entreprises à renforcer les obligations de transparence et de responsabilité. Donc, malgré l'existence, on doit renforcer cette transparence-là et on doit sensibiliser les preneurs de décisions d'être plus responsables. Deuxième crise, la crise financière de 2008, donc qui est axée ou bien qui est basée sur l'excès de spéculation et l'opacité des produits dérivés. Donc, et la rémunération démesurée des dirigeants. Là, en 2008, il existe les organes de contrôle de gouvernance et malgré ça, donc, on a tombé dans une crise financière.
La réaction, c'est quoi? C'est la réforme de régulation bancaire BAL 3 et la promotion de la gestion des risques et de la durabilité. En 2015, j'ai cité ici le cas de Volkswagen, tricherie sur les émissions polluantes. Et là, c'est un exemple qui est très, bien sûr, lié au problème de durabilité. Donc, ce cas-là illustre un échec de gouvernance éthique et environnementale. Donc, face à ces crises-là, ces scandales-là et ces crises-là ont profondément transformé la perception du rôle de l'entreprise dans la société. Ils ont fait émerger une conviction nouvelle. La gouvernance ne peut plus être réduite à la conformité légale, mais elle doit incarner, elle doit intégrer une vision éthique, durable et responsable. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de la gouvernance durable. Donc, la gouvernance à l'ère de la durabilité. Donc, la question face à cette problématique-là n'est plus seulement comment créer de la valeur pour les actionnaires, mais comment créer de la valeur pour la société toute entière. Ici, j'aurais dû mettre un grand S pour dire la société, c'est la société avec un grand S. C'est dans ce contexte qu'émerge la gouvernance à l'ère de la durabilité, une gouvernance qui intègre les principes du développement durable et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc, essayons donc de voir comment la gouvernance a changé de paradigme. Donc, ou bien quels sont les changements qui ont été apportés au paradigme de la gouvernance, à ces acteurs, à ces mécanismes, afin de converger vers une gouvernance durable. Donc, de la valeur actionnariale à la valeur partagée. Rappelez-vous qu'on avait parlé de l'actionnaire comme étant l'un des stakeholders et qu'on doit essayer de maximiser la valeur et de conserver ses intérêts. Donc, pendant des décennies, la performance d'une entreprise s'évaluait selon un seul indicateur, qui est la rentabilité financière. Toutefois, ce modèle a montré plusieurs limites. Ce modèle-là favorise le court-termisme, il encourage des comportements spéculatifs et il néglige les externalités négatives telles que la pollution, l'exploitation des travailleurs, la corruption, la destruction des ressources naturelles. Donc, c'est quoi la solution? Aujourd'hui, les entreprises les plus performantes sont celles qui parviennent à créer une valeur partagée, c'est-à-dire une valeur économique et aussi sociale, une prospérité qui bénéficie à l'ensemble des parties prenantes. Ce changement s'inspire directement du concept du développement durable, défini par le rapport Brundtland en 1987 comme étant un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ainsi, la gouvernance durable s'appuie sur une conviction. On ne peut plus parler de performance sans parler de durabilité. L'émergence des critères ESG, donc les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont aujourd'hui les nouveaux piliers de l'évaluation de la performance globale d'une entreprise. On a la dimension environnementale qui concerne la manière dont l'entreprise gère son empreinte écologique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par l'utilisation des énergies renouvelables, par la gestion durable de l'eau et des déchets, par la préservation de la biodiversité. Donc, une bonne gouvernance environnementale implique que le conseil d'administration va superviser les politiques climatiques et va intégrer les risques écologiques dans la stratégie de l'entreprise. Pour la dimension sociale qui touche à la responsabilité de l'entreprise envers ses employés et envers la société, là on parle des conditions de travail équitables, on parle d'égalité de chance et d'inclusion, on parle de formation et de bien-être des employés,
On parle de respect des droits humains au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, de plus en plus, les investisseurs considèrent que la qualité du capital humain et la culture de l'entreprise représentent des facteurs clés de succès à long terme. La dimension de gouvernance, là, donc cette dimension-là fait référence à la qualité du leadership, à la transparence, à la structure décisionnelle. Là, on parle de l'indépendance du conseil d'administration, de l'éthique des affaires, de la lutte contre la corruption, d'une politique de rémunération équitable, d'une publication d'informations fiables et complètes. Et là, l'intégration du governance, le G, dans les facteurs ou bien dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance montre bien que la gouvernance n'est pas un volet à part, mais c'est le moteur de la durabilité. Je vais vous donner ici les cadres internationaux de référence qui ont parlé et qui ont essayé de parler de la gouvernance durable. Donc, la gouvernance durable s'inscrit dans un cadre normatif mondial de plus en plus dense. Parmi les plus influents de ce cadre-là, on cite les principes du Pacte mondial des Nations Unies, Global Compact, qui représente une initiative lancée en 2000 qui invite les entreprises à aligner leur stratégie sur 10 principes relatifs aux droits humains, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. En deuxième lieu, le deuxième cadre normatif, ce sont les objectifs de développement durable, les fameux ODD, annoncés par l'Organisation des Nations Unies en 2015. Là, on parle de 17 objectifs universels, dont plusieurs concernent directement la gouvernance, tels que l'éducation, l'égalité, les institutions solides, le partenariat. Troisième cadre normatif, c'est la directive européenne CSRD en 2024 qui impose aux entreprises de publier des rapports de durabilité normalisés et audités. Donc là, c'est la transparence de la société concernant ses actions de durabilité. Cadre normatif suivant, les principes pour l'investissement responsable, soutenus par les Nations Unies. Et ces principes-là encouragent les investisseurs à intégrer les critères ESG dans leur prise de décision. Donc, ces cadres normatifs qui sont cités à titre d'exemple, et non pas, je n'ai pas une liste complète, mais ce sont des exemples. Ces cadres normatifs traduisent une transformation profonde du rôle des entreprises. Elles ne sont plus seulement des acteurs économiques, mais ce sont des acteurs sociaux. Alors, là, on arrive aux nouvelles responsabilités des organes de gouvernance à l'ère de la durabilité. Donc, je commence par le conseil d'administration qui doit être élargi et diversifié. Donc, le conseil d'administration devient le cœur stratégique de la durabilité. Il ne se limite plus à valider des budgets, mais plutôt il va orienter la stratégie de l'entreprise dans une perspective de long terme. Veille à la conformité avec les critères ESG, s'assure que les décisions sont cohérentes avec les engagements de durabilité. Donc, un conseil moderne doit présenter une diversité de profils, hommes, femmes, âge, expertise, des compétences ESG, dans l'énergie, dans le climat, dans l'éthique, dans le droit humain, des administrateurs indépendants capables de garantir l'objectivité des décisions. Certaines entreprises créent même un comité de durabilité ou bien comité ESG chargé de superviser ces questions. Deuxièmement, le devoir de vigilance et la responsabilité sociétale. Les dirigeants sont désormais soumis à un devoir de vigilance. Ils doivent être très prudents. Ils doivent prévenir les risques d'atteinte grave aux droits humains et à l'environnement liés à leur activité. Ce principe, qui a été inscrit dans plusieurs législations, notamment en France, depuis 2017, oblige les grandes entreprises à identifier les risques sociaux et environnementaux, à élaborer un plan de vigilance et à rendre compte publiquement de leur mise en œuvre.
cette réalité-là marque une évolution majeure. La responsabilité du dirigeant s'étend au-delà des frontières juridiques de l'entreprise et englobe les filiales et les fournisseurs. Troisième lieu, le reporting extra-financier. Et là, on parle d'une transparence élargie. On a parlé parmi les principes de la gouvernance et la transparence. Et là, il s'agit d'une transparence élargie. Autre mutation fondamentale, c'est la transparence qui ne va plus se limiter aux comptes financiers. Les entreprises doivent désormais produire un rapport de durabilité ou bien un rapport ESG dans lequel elles détaillent leur émission de CO2, leur consommation d'énergie, leur politique de diversité, leur gouvernance éthique et leurs risques climatiques. Ces rapports, rendus obligatoires dans de nombreux pays, permettent aux investisseurs, aux régulateurs et au public d'évaluer la sincérité des engagements durables. Par exemple, Danone publie un rapport de durabilité aligné sur les objectifs de développement durable. La banque BNP Paribas intègre des indicateurs ESG dans ses rapports annuels. STB Bank commence à inclure des indicateurs RSE dans sa communication institutionnelle. Alors, on arrive à l'émergence de la gouvernance intégrée et à un modèle durable. Donc, de la responsabilité sociale de l'entreprise à la gouvernance intégrée. Donc, pendant longtemps, la RSE a été considérée comme un complément à la gouvernance. Aujourd'hui, elle devient le centre de la gouvernance. La gouvernance intégrée vise à aligner la stratégie économique, les objectifs sociaux et les impératifs environnementaux. C'est ce qu'on appelle la triple bottom line, people, planet, profit, des personnes, la planète et le profit. Cette approche reconnaît que la performance durable est la meilleure garantie de la performance économique sur le long terme. Par exemple de gouvernance intégrée, donc Danone, la première grande entreprise française a adopté le statut entreprise à mission, avec un comité indépendant chargé de suivre les engagements sociaux et environnementaux. Unilever, avec son plan Sustainable Living, fait de la durabilité le moteur de la croissance et de la réputation. Patagonia, qui représente une entreprise pionnière du capitalisme responsable, qui a légué 100% de ses parts à une fondation écologique. Aussi, les banques islamiques, avec la logique de partage des risques et avec la conformité à la charia, rejoignent les principes de la gouvernance durable. Gouvernance et finance durable. Donc, la finance durable est l'une des expressions les plus concrètes de l'évolution de la gouvernance. Les investisseurs intègrent désormais les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions en donnant naissance à des fonds verts, ou bien les green funds, des obligations vertes, des produits financiers islamiques éthiques alignés sur la durabilité. Les marchés financiers eux-mêmes deviennent des leviers de gouvernance durable. Ils récompensent les entreprises transparentes et, par contre, vont sanctionner celles qui ne respectent pas leurs engagements. Ainsi, la gouvernance à l'ère de la durabilité marque une véritable révolution culturelle. Elle redéfinit la finalité même de la société en plaçant la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de la performance. L'entreprise n'est plus un simple agent économique, elle devient un acteur de transformation sociale. Aussi, le rôle du conseil d'administration, du management et des investisseurs n'est plus seulement de créer de la valeur, mais de créer un avenir viable. Le rôle des organes de gouvernance dans la durabilité. Par exemple, le rôle du conseil d'administration, qui représente un acteur clé. Le conseil d'administration joue un rôle déterminant dans la transition durable. Les missions ne vont plus se limiter à la supervision financière, mais il va inclure la validation des stratégies de durabilité, la supervision du reporting ESG,
l'intégration de la diversité et de la compétence durable au sein des membres du conseil d'administration, la mise en place de comités spécialisés tels que le comité RSE. De plus, les conseils d'administration doivent adopter une vision long-termiste en privilégiant la résilience et l'innovation plutôt que la performance à court terme. Pour la direction exécutive, donc la direction générale doit incarner la durabilité dans ses décisions opérationnelles en adoptant une politique de ressources humaines, la politique d'achat qui doit être responsable, en intégrant aussi la réalité de l'innovation verte, en pensant finances durables, etc. Elle est également responsable du devoir de vigilance qui consiste à prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement dans l'ensemble de la chaîne de valeur. En ce qui concerne les parties prenantes, dans un modèle durable, les parties prenantes telles que les employés, les fournisseurs, les clients, les investisseurs, toutes ces parties prenantes deviennent des partenaires stratégiques. Le dialogue et la concertation sont désormais des outils de gouvernance à part entière. Une entreprise durable écoute, dialogue et co-construit avec son environnement. L'innovation technologique au service de la gouvernance durable, donc la transformation numérique bouleverse aussi les modes de gouvernance avec l'apparition et avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, la blockchain, la big data. Donc, on peut bien sûr renforcer la transparence, la traçabilité et la responsabilité. Le IA, par exemple, aide à détecter les risques ESG en temps réel, permet d'analyser les données avec et la conformité et le reporting. Le IA permet d'anticiper les tendances environnementales, l'évolution des émissions, ou bien de vulnérabilité climatique. L'IA aussi permet une gouvernance prédictive, plus agile et plus informée. La blockchain, grâce à son registre immuable, garantit la traçabilité et des transactions et la transparence des chaînes d'approvisionnement. Elle peut être utilisée pour suivre l'origine des produits, pour vérifier les engagements environnementaux ou bien encore pour certifier les crédits carbone. La digitalisation du reporting durable, les outils numériques facilitent la collecte et la standardisation des données ESG. Ils permettent aux entreprises de communiquer plus efficacement leur engagement et de renforcer la confiance avec les investisseurs. Ainsi, la technologie devient un allié de la gouvernance responsable à condition d'être utilisée avec le respect de l'éthique et la protection des données. Je termine par des études cas et de bonnes pratiques. Donc, le cas de Danone, qui représente la première entreprise française à adopter le statut d'entreprise à mission. Danone inscrit dans ses statuts un objectif clair, améliorer la santé par l'alimentation tout en préservant la planète. Sa gouvernance intègre un comité de mission et des indicateurs extra-financiers qui illustrent l'équilibre entre performance économique et responsabilité sociétale. La société Unilever, donc, elle a bâti toute sa stratégie sur le Sustainable Living Plan, qui vise à découpler la croissance de l'entreprise de son empreinte environnementale. Son conseil d'administration supervise directement les performances ESG, prouvant que la durabilité et la rentabilité peuvent aller de pair. Donc, vers une gouvernance intégrée et responsable, le futur de la gouvernance s'oriente vers un modèle intégré où la stratégie, la performance financière et la durabilité ne sont plus séparées. Cette approche suppose une cohérence entre la vision, la mission et la valeur de l'entreprise. Une mesure globale de la performance qui combine les indicateurs financiers et non financiers, un dialogue constant avec les parties prenantes. L'entreprise du futur ne sera pas jugée uniquement sur ce qu'elle gagne, mais aussi sur la manière dont elle crée cette valeur et pour qui. En définitive, la gouvernance à l'ère de la durabilité représente un nouveau contrat social de l'entreprise. Il ne s'agit plus seulement de diriger pour maximiser les profits, mais de gouverner pour préserver, inclure et transformer.
Ce modèle de gouvernance durable repose sur trois engagements essentiels: la responsabilité, la transparence et la participation. Les entreprises qui sauront adopter cette vision deviendront des véritables leaders de domaine, non seulement performantes, mais respectées, légitimes et durables. Enfin, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence avec moi aujourd'hui et j'espère que vous avez bien euh, vous avez gagné votre temps en m'écoutant pour ce séminaire-là. Malak, donc, à vous la parole. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. C'est le moment ou jamais. Nous sommes tous ici. Nous sommes à votre disposition. Docteur Esma est à votre disposition. Vous n'avez qu'à lever la main ou bien écrire vos questions sur le chat. Personne n'a des questions? Tout est clair? Ça va, tout le monde a bien compris, hein? Oui, on ne cherche pas à comprendre, mais à interagir. Je veux bien donc écouter vos remarques. Je veux bien écouter votre point de vue concernant cette thématique. On a une question de Zayad. Ben Dafine, que désigne le court-termisme? Ah, d'accord. Le court-termisme, je veux dire par le court-termisme, c'est-à-dire une vision à court terme. Parce que je peux prendre une décision qui euh, paraît avoir de bonnes conséquences sur le court terme, mais elle n'a pas une bonne conséquence ou bien de bons résultats à long terme. D'accord? Ça, c'est une explication. Le court-termisme peut aussi signifier que euh, l'efficacité des organes de gouvernance, par exemple, c'est sur le court terme. On ne peut pas être efficace sur le long terme. Donc, ça dépend du contexte, ça dépend de l'idée pour pouvoir donner la bonne explication du mot court-termisme. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Est-ce que le sujet vous paraît intéressant, par Pas de exemple? questions? Qu'est-ce que vous jugez de l'intérêt de ce sujet, à votre avis? Allez, quelques participations, tout le monde. Voilà. Est-ce que le modèle anglo-saxon est toujours fonctionnel, sachant qu'il rencontre des limites importantes dans l'ère de la durabilité? Toujours la même question de Zaïd. C'est une question très importante. Et peut-être il est appliqué, mais de manière très restreinte.
Aujourd'hui, vraiment, il est très critiqué. Le modèle anglo-saxon, il est très critiqué, même au niveau des pays où il a été euh, incorporé ou bien où il a été connu. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'il faut intégrer les intérêts de l'ensemble des parties prenantes pour toute prise de décision et aussi euh, parmi les parties prenantes, on a l'environnement, on a la société. On ne peut plus parler du modèle anglo-saxon aujourd'hui. Super. Donc, nous avons un message de Catherine Boya. Merci vraiment. Je sais maintenant distinguer le conseil d'administration et la direction générale. Et Camaria dit que le sujet est intéressant. Et Catherine confirme que le sujet d'aujourd'hui est très, très intéressant. Voilà, Camaria, est-ce que les membres de la direction générale peuvent faire partie du conseil d'administration? C'est une très bonne question. Oui, les membres de la direction générale doivent être présents au niveau du conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est presque une entreprise à l'échelle réduite. Il doit intégrer des représentants de l'ensemble de l'entreprise et de ses parties prenantes. D'accord? Il intègre la direction, il intègre le syndicat, il intègre les représentants des clients pour les grandes sociétés, même les représentants des clients, ils peuvent être présents au niveau du conseil d'administration. Des syndicats, des représentants des banquiers, des représentants aussi de la communauté locale. Oui, il intègre l'ensemble. C'est une entreprise relative. Il intègre tous les membres de la société. Là où on va discuter, est-ce que vraiment la direction générale a pris de bonnes décisions? Est-ce que les décisions sont efficaces? Est-ce que vraiment, quels sont les problèmes rencontrés par la direction? Tous ces problèmes-là vont être discutés au niveau du conseil d'administration et en présence des représentants de l'ensemble du corps actif de la société. Je crois qu'on a une question. OK, super pour ceux qui ont des questions. Veuillez Quelle est s'il vous la plaît, soit lever la main, différence? soit écrire vos questions. Quelle est la différence de ces deux entités dans la gouvernance de l'entreprise? Les deux entités, vous voulez dire la direction générale et le conseil d'administration? Alors, si j'ai bien compris la question, Kamaria donc, pose la question suivante. Quelle est la différence entre voilà, la direction et le conseil d'administration? La direction de l'entreprise, son rôle, c'est de prendre la décision et de résoudre les problèmes au niveau de la Ah, société. voilà, c'est vrai. Oui. Donc, on a un directeur général et on a les directeurs de l'ensemble des entités ou bien des services de la société. Euh, Par contre, le conseil d'administration, il a un rôle de contrôle. Le conseil d'administration, lui, il contrôle les actions et les décisions prises par la direction générale. D'accord? Donc, ce sont deux entités complètement différentes.
Mais je ne peux pas contrôler quelqu'un et je ne peux pas discuter avec quelqu'un sans qu'il soit membre du conseil d'administration. C'est pour cela que le directeur général et les membres de la direction générale doivent être présents et doivent être représentés au niveau du conseil d'administration. Est-ce que les actionnaires peuvent être membres de la direction générale? Alors là, dès le début, ce n'est pas est-ce qu'il peut être membre ou bien, mais c'est est-ce qu'il a un bénéfice d'être l'un des dirigeants de la société. Oui, si l'actionnaire, il a la compétence nécessaire et il a l'habilité nécessaire pour diriger la société, pas de problème. Mais le problème se pose avec des actionnaires et avec des gens qui ont des capitaux, qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas l'habilité, qui n'ont pas la compétence nécessaire pour diriger. Parce que diriger, prendre la décision nécessite un ensemble de compétences, de management, de direction, de communication, je dois être un stratège, je dois être un manager pour gérer une équipe, d'accord? Donc, si l'actionnaire, il a toutes ces habilités-là, oui, il peut être ou bien directeur général ou bien l'un des dirigeants des fonctions de la société. Il n'y a pas un problème. Comment la gouvernance d'entreprise peut-elle Mustafa Ismail, donc il nous pose la question suivante. Comment la gouvernance d'entreprise peut-elle intégrer les principes de durabilité pour assurer à la fois la performance économique et la responsabilité? Bon, c'est la question, c'est le thème de tout le séminaire. Donc, toute la deuxième partie permet de répondre à cette question-là. Donc, j'ai dit que le conseil d'administration, il va intégrer des gens, euh, des gens qui ont des compétences de durabilité. La société aussi, elle doit publier des rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le conseil d'administration, il ne va plus contrôler uniquement la rentabilité financière, mais il doit contrôler aussi la performance sociale et la performance environnementale de la société. Tous ces points-là, donc, peuvent être des éléments de réponse à votre question. Mais si vous voulez, la deuxième partie du séminaire, toute cette deuxième partie, donc toutes ces parties-là, peut répondre à votre question, Monsieur Smail. Malak, vous êtes ici? Mhm. Malak n'est plus là. Bon, en attendant que Malak nous rejoigne. Bon, Monsieur Zied pose la question suivante. Donc, peut-on instaurer une rémunération basée sur les performances des administrateurs sans que cela soit perçu comme une forme d'inégalité ou bien de favoritisme? Si, Monsieur Zied, on peut, et cette rémunération qui est basée sur sur la performance, elle existe. Je peux aller loin de ça. La rémunération basée sur la performance peut être, euh,
peut être considéré comme un mécanisme qui, qui permet de réduire le conflit d'intérêts entre les administrateurs et les dirigeants. D'accord? Donc, lorsqu'on accepte que les administrateurs aient bien sûr une part de leur rémunération qui est indexée à la performance, donc on va les stimuler bien sûr à chercher à gagner plus en cherchant plus de performance pour la société. Non, non, ce n'est pas une forme d'inégalité ou bien de favoritisme. C'est très légal. On peut aussi penser même à offrir pour les dirigeants, d'accord, une rémunération aussi axée sur la performance, ou bien une rémunération sous forme euh, de participation au niveau du capital de la société. Tout ça, c'est pour inciter les dirigeants à avoir des décisions qui permettent d'améliorer la performance de la société. Oui. Super. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions, n'est-ce pas, docteur? Oui, la dernière question, j'ai déjà répondu. Oui. D'accord, d'accord. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense qu'il n'y a pas de questions et que tout est clair. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, je remercie infiniment les étudiants qui ont assisté à ce séminaire-là. C'est une thématique très importante, c'est une thématique qui est d'actualité, que ce soit dans le domaine professionnel ou bien dans le domaine aussi de recherche. S'il y a des étudiants qui veulent poursuivre leur études de master et de doctorat, donc il s'agit d'une thématique actuelle. Et bien sûr, nos pays de sous-développés, si je peux le dire, donc, sont un terrain favorable pour appliquer ces nouvelles tendances de gouvernance durable. Donc, voilà, j'espère que le séminaire a été bénéfique pour vous et à la prochaine. Je vous remercie, vous, Malak, pour avoir organisé et modéré ce séminaire aussi. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Des dernières activités concernant les ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université. Il y a le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Avant de terminer, nous allons vers Mohamed Hamidi qui a levé la main. Mohamed Hamidi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Mohamed Hamidi, est-ce que vous nous recevez? Tout le monde peut m'entendre? Docteur, vous me recevez? Oui, 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 je vous écoute, Malak, très bien. D'accord. Donc, Mohamed, veuillez s'il vous plaît vérifier votre connexion. Ou Merci à vous bien, tous. si On vous se avez des tourne. questions, donc écrivez-la sur le chat, si vous avez des problèmes de micro. Je ne pense pas qu'il y ait un problème car je l'ai allumé, je lui ai donné l'autorisation d'accéder au micro et de Oui, l'activer. Donc, je pense que c'est un problème de connexion chez lui. Donc, s'il vous peut-être. plaît, Mohamed, veuillez s'il vous plaît vérifier votre connexion car je vous ai donné l'autorisation d'activer votre micro. Veuillez allumer votre micro, s'il vous plaît, si vous voulez poser une question.
Ah, ok, ok, ok. Désolé parce que moi, le micro n'était pas bien allumé. Je n'avais pas ouvert le micro. Vous me Pas de recevez problème. maintenant, s'il vous plaît? Oui, très bien. Eh bon, la question que tu viens d'évoquer, tu viens de dire que bon, tous les participants, en tant qu'étudiants, nous aurons des certificats dans ce séminaire. Comment on peut, comment on va, comment on peut les avoir, nos certificats? C'est-à-dire se rendre directement sur l'administration d'ici localement ou bon, ou ça sera envoyé par email ou du quelle modalité? Écoutez, concernant les certificats de participation, nous vous les enverrons via votre email et via le groupe WhatsApp des activités étudiants. Bien sûr, vous devez être inscrit au formulaire. Donc, veuillez, s'il vous plaît, ajouter les informations demandées, qui est votre nom complet en anglais et en français et votre email. D'accord? Oui, j'ai déjà inscrit tout ça. D'accord. Donc, veuillez attendre un message mail dès qu'il sera prêt. OK? Ok, merci. Je vous en prie. Donc, merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir. Salam alaikum.